Donc cette session comprend donc deux communications, dont une qui sera en fait une projection vidéo, puisque Don Fader n'a pas pu venir des États-Unis. Voilà, donc cette session rassemble deux présentations donc, autour de la circulation des idées et des styles musicaux au XVIIe siècle, donc centrées sur cette période. Et je dirais même, dans les deux XVIIe siècles, le premier où nous entendrons parler de Trichet, et puis la toute fin du XVIIe siècle, euh, quant aux influences réciproques des musiques françaises et italiennes en France. Donc la première communication porte sur un sujet qui est étrangement sous-étudié, alors que Mersenne a fait l'objet d'une reconnaissance universelle de nombreux colloques depuis les années 60, hein, et d'éditions nombreuses. Le traité de Trichet ou les traités de Trichet n'ont même pas fait l'objet d'une édition complète aujourd'hui, et même l'édition qui a été faite, partielle qui a été faite, est quand même extrêmement difficile à trouver, en fait, hein. Malgré son intérêt extraordinaire, puisque c'est quand même, avec Mersenne, le seul grand traité d'organologie français du XVIIe siècle, de ce premier XVIIe siècle, donc d'avant le règne de Louis XIV. Donc c'est le seul texte avec Mersenne qui décrit certains instruments, en France, hein. Donc c'est une communication d'un intérêt exceptionnel, donc, qui nous est présentée par Florence Gétro. Donc Florence Gétro, que je pense tout le monde connaît fort bien ici, je ne vais pas en dire grand-chose, dont l'œuvre scientifique et littéraire est très abondante et bien connue, donc spécialiste d'organologie, d'iconographie musicale, de musicologie, depuis la matérialité concrète des instruments et des œuvres jusqu'à l'histoire des idées, la symbolique, l'esthétique. Donc Florence a surtout travaillé sur l'époque moderne et contemporaine, et je suis très impatient de l'entendre sur un sujet rare, puisqu'elle a mis son érudition unique donc, au service de la connaissance de Trichet. Et donc pour moi, c'est une découverte, parce que je ne connaissais pas du tout ses travaux avant. Voilà, merci Florence. Merci Christophe. M'entendez-vous? Il y a un document de Florence qui circule. Est-ce que tout le monde l'a? Est-ce qu'il y en a Non. qui stationne quelque part? S'il en faut encore, il y en a dans mon sac à dos. Bon. Il vous en refaut? Oui, apparemment, il en manque un petit peu. Bon, alors je redescends. Mon sac à dos est là. Non, je l'aurai tout à l'heure. Un dossier rouge. Chez le dossier rouge. Formidable. Merci, Florence. Alors, chers amis, pourquoi tout à coup repartir dans la profondeur historique? Eh bien, parce qu'il me semblait qu'un colloque qui nous réunissait notamment autour des collections musicales de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, de mon point de vue, était une opportunité très attendue de vous parler de ce cher Trichet. Alors vous vous êtes peut-être interrogé sur ce titre énigmatique, Trichet, ton cabinet, ton portrait et ton livre, en dépit de la mort, te pourront faire vivre. Bon, je crois qu'on est réunis ici pour avoir une plus fine conscience, en fait, de comment transmettre tout ce savoir musical à travers les siècles. On a beaucoup parlé de fonds constitués récemment, de fonds musicaux en cours de constitution, en tout cas de choses de grande actualité. Moi, je vais très loin en arrière et je voudrais vous présenter un cas un petit peu unique d'un document qui était prévu pour devenir un livre, qui n'a jamais été imprimé, qui est resté à l'état de manuscrit à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a été publié que très tardivement par notre ami François Le Sur, au milieu du XXe siècle. Et je vais essayer d'abord de vous rappeler qui s'est intéressé à ce Pierre Trichet, qui en a parlé, qui a tenté, en tout cas, de faire connaître son travail. Je vous présenterai bien sûr son unique portrait. J'aurai à cœur de vous présenter son cabinet, parce que j'adore les cabinets de curiosité de la Renaissance et du début du baroque, peut-être parce que j'ai moi-même un faible pour les beaux objets, les raretés, comme on disait, et les curiosités. Et enfin, je m'attarderai sur son traité, qui, je crois, nous apprend beaucoup, effectivement, en
en regardant ce qui le différencie du monument qu'est la personne de Mersenne. Alors déjà, l'homme. Eh bien, l'homme, il a retenu l'attention au moins de 3 savants. Tout d'abord, au XIXe siècle, Reinhold Dazemeris, je ne sais pas comment on dit son nom, mais en tout cas un Bordelais, va prononcer devant l'Académie des Beaux-Arts, des Sciences et des Lettres de Bordeaux une communication qu'il a ensuite publiée, ces 26 pages, qui sont intitulées « Un bibliophile bordelais au XVIIe siècle ». Ensuite, eh bien, on a évidemment François Le Sure qui, en 1957, dans, je me plais à le rappeler, un périodique fort oublié aujourd'hui qui s'appelait les Annales musicologiques, qui avait été créé par Geneviève Thibault de Chambure, qui a été un de mes maîtres à penser, on peut dire. Dans ces Annales musicologiques, en 2 livraisons, il a publié ce manuscrit dont je vais vous parler. Évidemment que François Le Sure étant chartiste, il l'a publié avec une introduction et une méthode sur laquelle je vais revenir. Le 3e savant qui a parlé de Trichet, c'est le regretté Antoine Schnapper, historien de l'art, qui, dans son magnifique ouvrage sur les collections françaises d'art au XVIIe siècle, dans son volume intitulé « Le géant, la licorne, la tulipe », vous voyez le festin que délimite un tel titre, eh bien, il s'est intéressé au cabinet de Trichet. Le premier opuscule, vous l'aurez compris, nous donne les éléments biographiques tirés des archives départementales de Bordeaux, et notamment les documents de l'étude de notaire Durieux. Je pense que, en fait, cela mériterait une nouvelle campagne de fouilles dans ces archives. Je regarde vers Laurent Guillot et nos amis comme Frédéric Michel, qui sont des grands trouveurs dans les archives des notaires. J'ai envie de dire ce Bordelais de Zéméris, il s'est évidemment intéressé beaucoup à la bibliothèque de Trichet et aussi à ses propres écrits en latin. Le Sure, quant à lui, eh bien, il écrit en 1957, je vais le citer, « La personnalité de son auteur, Trichet, n'offre aucun mystère. » Je crois que ce n'est pas vrai. Son père d'origine du Saintonge, était procureur au Parlement de Bordeaux et sa mère, Blanche d'Avril, la sœur d'un avocat. On voit tout de suite le milieu. Pierre naquit en 1586 ou 87 et il n'avait qu'1 an quand il perdit son père. Il fait ses études au collège de Guyenne, étudie la jurisprudence avant de devenir avocat au Parlement de Bordeaux. Mais à l'en croire, c'est son oncle, Jean Avril, à qui il dut sa véritable éducation d'humaniste. Il va se le révéler d'ailleurs. Le 16 mars 1610, il épouse la fille d'un procureur au même Parlement qui s'appelle Gaillarde de Lay et qu'il définira plus tard dans une élégie comme une terrible tigresse. Elle ne portait pas le prénom de Gaillarde pour rien. Il en eut 3 enfants, dont Raphaël, qui fut seul à survivre et qui servit Gaston d'Orléans et finit sa carrière à la cour de Suède, en fait, comme écrivain et bibliothécaire. Alors, de Trichet, on cherche à comprendre la date de sa disparition. Certains, pendant longtemps, ont dit 1644. Vous verrez que je reviendrai là-dessus. En tout cas, François Le Sure continue. Son œuvre imprimée comprend 2 tragédies, un livre sur la sorcellerie, 2 livres d'épigrammes, sorte de bottin du monde savant et de la magistrature de Bordeaux, en même temps que carnet de curiosités. Bibliophile passionné, il collectionne les médailles, les gravures et les instruments de musique. Trichet constitua peu à peu dans cette atmosphère favorable. Alors moi je dis en crochet, cette atmosphère, c'est la présence d'une confrérie de maîtres joueurs d'instruments qui est constituée à Bordeaux absolument à son époque, en 1614. J'ajoute les orgues de Saint-André de Bordeaux, qui sont refaites en 1624 et 1637 par le facteur Valéran de Aimant. Et enfin, évidemment, une collection d'instruments dont Le Sure nous dit qu'il publia en 1631 un inventaire. François ne parle pas, on le voit, du cabinet de curiosité de Trichet.
Il reviendra à Antoine Schnapper de le faire 30 ans plus tard, tout en apportant d'autres importantes précisions. Les voilà. Schnapper nous dit « Trichet est un personnage assez bien connu qui nous introduit parmi les gens de robe, moins nombreux que les médecins ou apothicaires qui collectionnent l'histoire naturelle, plus encore que les antiquités. Il meurt dans les années 40, et je souligne, on connaît un portrait de lui gravé qui porte la date de 1644, qui ne semble pas posthume. Mais il est mort, nous dit donc Schnapper, avant la publication en 1649 de la liste de curieux dressée par Pierre Borel, qui est un grand savant, qui en fait avait dressé la liste des grands cabinets de curiosités de son époque. Ce qui veut dire que probablement il faut un peu prolonger donc les dates d'existence de Trichet vers 48, voire 49. C'est, nous dit-il lui-même, pour se consoler du mauvais caractère de sa femme, qu'il se plonge dans la littérature et dans la curiosité. Il réunit une bibliothèque importante que recueillit son seul enfant survivant, Raphaël, le futur bibliothécaire de Christine de Suède. Une des poésies latines publiées par Trichet évoque bien sa double vocation, puisqu'elle est consacrée aux rarissimes médailles de bronze de l'empereur Othon. Vocation qu'on pourrait dire triple, puisqu'en plus, il était grand amateur de musique. Il s'appuie en même temps sur une riche expérience personnelle qui le conduit non seulement à collectionner les instruments, mais à les démonter pour en mieux comprendre le fonctionnement. Dans son ouvrage, Schnapper résume finalement le curieux français d'instruments de musique le plus remarquable est assurément Pierre Trichet, qui possède un cabinet de curiosité du type le plus habituel. C'est de ça que ne parlait pas François Le Sur. Son traité des instruments, qui a été publié quelque peu tronqué par François Le Sur en 1957, est fondé sur cette collection. Il s'occupe de recenser les textes antiques et les représentations figurées des instruments, à chercher l'étymologie et l'origine de leur nom. Manifestant un goût typique de l'amateur de curiosité, Trichet rêve par exemple d'un automate qui jouerait du luth. Il a lu dans Torreblanca qu'il existe une machine de ce genre à Madrid, et il a entendu parler d'une statue couplée à un orgue hydraulique qui roule des yeux et dont les mains sont mobiles sur le clavier, qui fut exhibé à Bordeaux en 1625. Fin de citation. Alors ce portrait, il est, je dirais, d'un point de vue artistique, assez maladroit, pour ne pas dire naïf. Il nous donne quand même une image peut-être de la sévérité, mais aussi de la profondeur du personnage. Et alors je me plais à vous lire ce qu'en dit ce savant du XIXe siècle, Reinhold de Zemeris. Il nous dit « Une sombre robe de docteur, sur laquelle se rabat un vaste col de toile à la Louis XIII. Voilà toute sa parure. Avec une petite calotte rejetée en arrière, une calotte d'ailleurs assez semblable à celle de Sainte-Beuve, mais moins malicieusement campée et sur une tête moins expressive. Au premier abord, l'époux, alors vieilli, de gaillarde de lait, ressemble autant à un bon sacristain qu'à un latineur émérite. Le front est élevé, mais le nez est vulgaire, la bouche manque de finesse, et encadrée qu'elle est par des rides profondes dominant la moustache et sillonnant la joue, elle donne au bas de ce visage un caractère peu attrayant, mais le regard conserve l'indice de la valeur intellectuelle. C'est un regard qui voit et qui pense. Détaché de dessus le livre que tiennent deux mains fort belles et soignées, il semble porter en lui une réminiscence érudite et chercher sur les rayons amis le volume qui pourra en permettre la vérification. N'est-ce pas bien dit? Pour, j'allais dire, pour un si petit portrait. Alors je passe maintenant au cabinet de Trichet. On le connaît bien, parce qu'il nous a laissé deux petits inventaires de sa main qui ont été imprimés, le premier en latin en 1631, qui s'appelle Synopsis Rerum Variarum, et le second, dénombrement de diverses et curieuses choses du cabinet de Pierre Trichet Bourdelais,
Les deux sont reliés ensemble, ils sont conservés ici, à la BNF, à Tolbiac. Schnapper, en fait, nous détaille la structure de ces inventaires. Il nous dit que si l'on revient au dénombrement, on trouve une collection équilibrée où les curiosités artificielles sont au moins aussi importantes que les naturelles pour lesquelles l'auteur commence. D'abord les animaux, puis les coquillages et limaçons, les pierres précieuses et autres, ensuite les minéraux et fossiles, les fruits et graines, les bois, fleurs, gommes, résines et sucres, ensuite les objets fabriqués. C'est ce qu'on appelle dans les textes d'époque les naturalia, et ensuite, bien entendu, tout ce qui est machine fabriquée par l'homme, souvent des objets d'ailleurs tournés. Là, en fait, c'est d'abord les instruments de musique, une vingtaine, puis les instruments de mathématiques. Enfin, une collection d'armes, quelques objets ethnographiques canadiens et brésiliens, une statue de Vénus en plâtre, et enfin quelques tableaux, le Bassan, Hermskeet, Floris, 2 grandes vues de Rome et du port d'Amsterdam. Et puis alors, 35 volumes contenant 4400 portraits gravés, 4000 volumes, 400 médailles antiques. Je pense donc que François Le Sur se trompait beaucoup en parlant des sources de Trichet qui se seraient montées à une centaine d'ouvrages. Alors ici, je vous projette en fait cet inventaire des instruments. Il y a donc une page, presque une page consacrée aux instruments, tant dans la version latine que française. Et vous voyez donc que l'exemplaire de la BNF est même annoté par Trichet. Il a biffé certaines choses, il les a remplacées par d'autres choses. Alors je me suis amusée à faire un tableau où je compare ce qui est dans ce cabinet de curiosité et les instruments qui sont dans le traité des instruments de musique, qui font l'objet de descriptions détaillées. Et on s'aperçoit que, à part un petit cornet de fer blanc pour déguiser la voix en chantant, on dirait aujourd'hui comme ce qu'on a dans la rue, quand on défile et qu'on veut crier, c'est un mégaphone en fait. Tout le reste a bien fait l'objet de chapitres particulièrement dédiés à chaque instrument qu'il a dans sa collection. Mais ce que j'ai trouvé aussi très sympathique, c'est de trouver dans le traité référence à certaines pièces de sa propre collection. Il nous dit par exemple, page 44, « Tel est un mien jeu de flageolet d'ivoire que je prise beaucoup ». Et il nous décrit le flageolet. Ou bien, page 112, « J'ai bien chez moi, entre les singularités de mon cabinet, une petite trompette alpinoise de bois, laquelle est couverte d'une écorce à plusieurs plis qui l'environne, mais elle n'a pas 2 pieds de long. » Plus loin, il va mentionner en fait « J'ai chez moi une boîte garnie de plusieurs sortes d'appâts et petits cornets d'ébène pour la chasse, aucun desquels ont au-dedans des languettes de cuivre qui les font résonner de bonne grâce. » Avouez que c'est gentiment dit et très, très concret. Le cabinet de Trichet, eh bien, il eut finalement une assez grande notoriété de son vivant. Un bon ami à lui, qui s'appelle Godefroy Gay, en fait, va imprimer vers 1635 à Bordeaux des stances qui s'appellent Le cabinet curieux de Pierre Trichet Bourdelais. En fait, il nous parle de l'orgueilleux théâtre du monde, recueil de tous les éléments, chers tableaux, rares monuments, trésors de la terre et de l'onde, que vos chefs-d'œuvre précieux, dont l'éclat paraît à nos yeux un beau raccourci de miracle, méritent que tout l'univers leur compose aujourd'hui des vers aussi fameux que les oracles. Et alors il a aussi cette strophe que je trouve assez impressionnante qui dit « Dans ce merveilleux cimetière où les morts parlent aux vivants, on trouve l'esprit des savants, sous des sépultures de lumière, tous ces beaux et divins enfants qui, sur des papiers triomphants, ont vaincu le temps et l'ennui, montrent ici tous les efforts qui donnent à leur père mort l'honneur d'une seconde vie. » Je pense qu'on est en plein dans la transmission. À la fin des stances, il y a une strophe
qui est particulièrement consacré à la série d'instruments de Trichet. Ces instruments sont placés symboliquement entre les mains d'Orphée, et les stances nous disent « Ce musicien, qui par les charmes de son chêne résonnant, dedans l'empire du néant, fit parler son deuil et ses larmes, n'eut point de bois harmonieux comme vos luths ingénieux. » Trichet avait 4 luths dans sa collection. « À tromper les mots d'un supplice, car par vos instruments divers, il eût obligé les enfers de suivre les pas d'Eurydice. » Alors Godefroy-Gay, il n'a pas fait qu'un petit opuscule avec deux poèmes. Il en a publié un autre encore, vous voyez, qui s'appelle cette fois « Sonnet du même auteur », puis une autre, « Ode sur les raretés du cabinet de Pierre Trichet ». En fait, ces petits opuscules, ils sont tantôt ici à la BNF, tantôt à Mériadec à Bordeaux. Voilà, donc, dans celui-ci, il nous dit « Merveilleux cabinet, enfant de la nature, quand ta mère serait dedans la sépulture, ou qu'elle eût oublié l'art de faire des corps, tu lui peux redonner ses plus belles idées, et sur l'original de tes beautés gardées, lui faire copier les vivants et les morts. » Vous voyez combien, finalement, la disparition, j'ai envie de dire l'éphémère, est omniprésent dans ces réflexions des amis de Trichet. Voilà, il y a même un tout petit quatrain, vous voyez, au même, sur le dénombrement de ces raretés, ça reprend même le titre du catalogue des instruments. Alors, j'arrive maintenant au traité. L'édition que nous connaissons, qui est maintenant introuvable, de 1978, préparée par François Le Sur, indique, publié avec une introduction et des notes par François Le Sur, et au revers de la page, réimpression de l'édition de Paris 1957, le fameux opuscule des annales musicologiques. Par ailleurs, page 14, François Le Sur nous dit « Ce traité avait été inscrit dans les projets de publication du Corpus Scriptorium de Musica de l'American Institute of Musicology, mais cette collection, ne comprenant que des éditions intégrales et critiques, elle ne pouvait donc pas accueillir cette publication sous sa forme actuelle. » Mais pour autant, François n'a pas revu, complété, critiqué sa première édition quand il en fait un facsimilé en 1978. On peut se demander d'ailleurs si le travail de François n'a pas été refusé par en fait l'American Institute of Musicology. Alors en tout cas, il nous indique la numérotation des différents chapitres est celle de l'auteur, c'est-à-dire Trichet. C'est elle qui a rendu possible le rétablissement du plan initial du traité, légèrement bouleversé par le relieur. En effet, si vous allez voir ce manuscrit à la bibliothèque Sainte-Geneviève, vous verrez que c'est un foutoir innommable. Mais malheureusement, François a pas toujours respecté les numéros de chapitres qui sont indiqués par Trichet dans ce manuscrit. Alors peut-être parce qu'il a dû sentir qu'il avait été un peu radical dans les multiples coupures qu'il a opérées, il nous indique dans la seconde partie du traité, qui traite des instruments à cordes, cette seconde partie paraîtra proportionnellement plus courte que la première. C'est que, comme on pourra le constater d'après l'indication de la foliotation originale, des coupures beaucoup plus conséquentes ont été effectuées. Il a paru en effet que les considérations concernant l'étymologie et l'origine des instruments à cordes étaient plus laborieuses encore que celles qui donnaient dans la première partie. Le lecteur sera néanmoins assuré que la moindre information susceptible d'éclaircir un point quelconque de l'histoire ou de la technique des instruments aura été recueillie. Fermez la parenthèse. J'avoue que quand on cherche à comprendre le contexte humaniste, le savoir, les lectures, eh bien, on est frustré de cet aveu, en quelque sorte. En tout cas, François Le Sur a malgré tout, dans le facsimilé de 78, rajouté 6 chapitres qui manquaient en 57. Je ne vous les cite pas à faute de temps. Et d'autre part, on constate qu'il continue à y avoir 7 grosses coupures par rapport aux manuscrits, par exemple le barbitus, l'hélicon, quelques instruments de musique moins connus, les gobelets, le sistre égyptien. Bon, pourquoi? Peut-être parce que tout ça, c'était l'Antiquité et que François était plus sensible à tout ce qui était plus concret et qui pouvait donner une connaissance des instruments de l'époque baroque, pré-baroque.
Les annotations critiques sont assez peu nombreuses, pas systématiques. Elles sont résumées dans l'introduction de François. Je le cite. « Si l'on sait que le nombre des sources qu'il cite, Trichet, avec référence précise, dépasse largement la centaine, j'en ai trouvé 200, on imaginera facilement l'étendue de ses lectures. Trichet fouille non seulement l'Antiquité, mais les historiens contemporains, les poètes, les hommes de science. En vérité, moi je constate qu'il fouille beaucoup les théoriciens de l'Antiquité commentés par les humanistes du XVIe siècle. Je reprends François. Il lit, la plume à la main, les Annales de Bavière, un récit de voyage en Éthiopie ou au Tibet, la pyrotechnie de Beringuccio et un ouvrage de linguistique espagnole. On trouve chez lui les Robert Fludd et les Kepler, qui sont le pain quotidien également de Mersenne et Huygens. Dans un louable souci, il se reporte à Mersenne pour éviter les redites. Il connaît Glaréan et Tsarlino, Salomon de Caux, mais aussi Adrien Leroy, et il est le seul à citer les tablitures de Leroy. En plus, on cherchera vainement le Luth royal, ouvrage de Pierre Lespiot, qui est cité. Alors en fait, je vous avoue que je n'ai pas achevé, mais j'ai commencé à essayer de reconstituer cette bibliothèque de Trichet. Et je suis rendue à 80%. J'espère pouvoir le mettre en forme, parce que je crois que ça nous aiderait à beaucoup mieux situer ce savant, qui bien sûr constamment, parmi ces 200 références, nous cite Lucinius, la Musurgia, qui est traduite du latin d'après Virnung, par exemple Luis de Briceño, il est très orienté Espagne forcément, hein. Il nous cite beaucoup Baltasare Castiglione, González de Mendoza, bien sûr Cogliani, la Musica Theorica, j'en passe, hein, Johannes Frosch, Rerum Musicarum. Donc on sent qu'il a à la fois tout un matelas de connaissances historiques, de récits de voyage, mais aussi, bien sûr, tous les grands traités que manipulaient ses contemporains. Alors, je voudrais aussi parler des planches préparées par Trichet. Il ne faut pas oublier que Trichet, toute sa fin de vie, ne passe pas son temps, on le voit, c'est émaillé de remarques. Il espérait publier son livre, mais il a attendu que Mersenne passe devant. Il attendait enfin que donc l'harmonie universelle paraisse. Il a correspondu 2 fois avec Mersenne en 1631. Ces lettres parlent de sujets assez théoriques et ont été extrêmement bien publiées dès 1949. Alors, bien entendu, je me suis posé la question de ce désir de planche, on peut dire pédagogique, et vous voyez que dans le chapitre sur les flûtes, il reproduit les mains sur les trous de jeu, et naturellement, j'ai retrouvé cette même planche dans la Musurgia de Lucinius, qui est en fait une version en latin de la Musica Getust de Virdung. Ensuite, dans le chapitre, vous voyez combien c'est refait à la plume, en fait, avec beaucoup d'applications. C'est sympathique, quoi. Ensuite, dans le chapitre sur la cornemuse, il y a une collette qui est insérée dans le manuscrit. Et cette fois, c'est le même traité, mais qui nous reproduit donc la fameuse cornemuse. Ensuite, j'arrive à cette fameuse sourdeline qui a fait couler tant d'encre, qui est en fait une musette de cour, mais avec un nombre de chalumeaux conséquents et surtout l'équipement de ces chalumeaux avec des clés qui donnent un chromatisme parfait à l'instrument. Alors, ce qui est intéressant quand on lit Trichet, c'est que par exemple, non seulement, évidemment, il a recherché qui était l'inventeur, qui est un dénommé Baptiste Riva à Naples, mais il nous dit que, en fait, cet instrument mérite bien d'être préféré à plusieurs instruments qui sont aujourd'hui en vogue. C'est pourquoi, dit-il, dès qu'elle fut apportée en France, on la considéra avec un grand applaudissement, et moi-même, ayant été curieux d'en ouïr une dont François Langlois, natif de Chartres, joué à Bordeaux en l'an 1626, je voulus aussi voir exactement tous ces ressorts. Il a raison de parler de ressorts, hein, parce que alors là, il y a des mécaniques sur les tuyaux. Le plus grand desquels servant pour la basse contre était replié. Tous ces 3 chalumeaux étaient enchâssés
par un bout, dans un noyau, au cylindre de bois et disposé en triangle. Je vous passe la description, mais regardez comme on a de la chance. On a conservé le portrait de ce Langlois, par un très grand, éminent peintre du XVIIe, Claude Vignon, jouant cette sourdeline. Et en dessous, ce même François Langlois, qui a un autre modèle de sourdeline à 4 chalumeaux. Et il était, figurez-vous, antiquaire et bibliophile. On imagine la rencontre dans les rues de Bordeaux, quoi. On imagine les deux savants se parlant et l'un expliquant son instrument à l'autre. Voilà. Alors, naturellement, Mersenne lui aussi a beaucoup détaillé cette sourdeline. Mais vous voyez comme les deux témoignages sont complémentaires, en fait, et celui de Trichet bien plus vivant. Alors, on a un peu la même approche concrète et vivante quand on s'intéresse au fagot, c'est-à-dire en fait au basson. Là encore, il y a intégré dans le manuscrit de Trichet une double planche, c'est-à-dire la face et le dos de ce fameux fagotus, qui est là encore tiré directement de Teseo Ambrogio, l'instruction sur la langue des Chaldéens, dans laquelle il y a le fameux instrument de Aphronio qui est parfaitement dessiné, gravé. Et donc, voilà, là on prend vraiment Trichet la main dans ses sources, en réalité. Voilà le fameux traité en question. Voilà les planches. Vous voyez à quel point c'est copié sérieusement. Alors, je ne peux pas résister à vous montrer ce tableau incroyable qui est 4 ans avant le fameux traité théorique de Ambrogio et qui nous montre l'instrument par terre dans une scène biblique. C'est absolument incroyable, quoi. C'est un unicum, ce tableau. Voilà, alors, en dehors de ça, eh bien, Trichet, bien sûr, va s'intéresser dans son chapitre sur la Pandore à l'instrument. Il le décrit très bien. Et là encore, on constate que François Le Sur a mal placé cette figure. Il l'a appelée sistre alors que c'est une Pandore. Il l'a pas mise au bon endroit dans le facsimilé du traité. Alors que vous voyez que probablement, en fait, Trichet a fini par pouvoir acheter le tome 2 de Praetorius. Il se plaint à plusieurs endroits qu'il n'arrive pas à l'obtenir. Il n'a que le tome 1, c'est-à-dire le texte, et il n'a pas les planches. Donc on voit ce souci pédagogique que constituent les planches. Il cite également Robert Flaud, et vous voyez, c'est dans le De Templo Musicae de Flaud qu'il a peut-être aussi regardé l'image, et en tout cas le texte. Alors j'arrive enfin à une chose qui m'a demandé beaucoup de temps. J'ai essayé de comprendre pourquoi il a tout ce chapitre sur le sistre égyptien et surtout cette magnifique planche très réaliste. Et en fait, j'ai fini par écrire en Italie à un chercheur qui a publié la planche qui est à droite, qui semblerait avoir été imprimée en très grand nombre d'exemplaires parce que la collection Gualdi à Rome conservait beaucoup d'instruments antiques, réels, et il avait fait faire des planches et des relevés aussi de monuments de l'Antiquité. Alors on peut penser que c'est tombé entre les mains de Trichet. On ne s'explique pas sinon pourquoi il y a exactement, vous voyez, la même inscription qui vient en fait d'un bas-relief. Alors bon, je vais passer très vite, mais Trichet a des remarques souvent assez intéressantes. Il nous parle par exemple de ce fameux luth, il nous dit que il ne faut pas s'émerveiller si les vieux luths, pour être extrêmement secs, sont plus prisés que les autres. C'est comme les clavecins de Rückers qu'on aime à cause du bois sec. Il est certain qu'outre le bois, il y a plein d'autres matières dont on peut faire les luths. Donc l'os d'animaux, l'ivoire, l'or, l'argent et autres métaux. Mais telles sortes d'instruments servent plus pour la parade que pour aucun bon effet et devraient être réservés plutôt pour l'ornement des cabinets, plus que pour les concerts. Vous voyez comme il est voilà, et lui-même a le cabinet. Et alors on peut se dire, est-ce qu'il rêve avec ces luths en or? Eh bien non, en voilà un très célèbre, vous voyez, qui est à Stuttgart aujourd'hui, et vous voyez en quelle main princière il est passé, c'est absolument inouï. Moi je pense que des gens lui ont colporté l'existence d'instruments comme ça, pour qu'il en parle. Voilà, alors il fait plein d'autres remarques passionnantes sur, par exemple,
il nous parle, c'était incroyable, des épinettes, des grandes épinettes sur lesquelles on pose une petite épinette. Alors on pense tous au virginal mère et fille et enfants de l'école anversoise. Il ne dit pas que c'est des instruments flamands, mais il le décrit avec une telle précision, on ne voit que ça. On n'a pas besoin de la planche. Il nous décrit comment sont faites en fait les mutes, là, comment on dit en français, pour les trompettes, hein, mais avec un détail inouï. Il sait nous décrire tout à fait la boîte qui entoure les clés sur les hautbois. Donc il y a à chaque fois une approche, bien entendu, beaucoup plus de bricoleur que ne l'aurait fait Mersenne. Alors je vais abréger parce que j'ai passé mon temps, mais je voudrais finalement dire que toutes les remarques aussi sur des pratiques musicales que Trichet a remarquées en Biscaye, en Béarn, dans les rues de Bordeaux, c'est cette recherche aussi de ce qui est fascinant, c'est-à-dire les instruments automatiques, les orgues mécaniques, le clavecin à jeu de viol, qui est en fait l'ancêtre de ce fameux instrument qui est à Bruxelles, hein, qui est le Geigenwerk. Tout ça, il le décrit avec une espèce de pragmatisme très plaisant. Et je trouve en tout cas qu'il faut rendre hommage à François Le Sur d'avoir eu l'intuition que ce traité allait beaucoup apporter. Et je vous convie pour conclure à, j'ai envie de dire, justement la transmission que ce traité a provoqué chez les organologues. Regardez la bibliographie dans ma partie qui s'appelle page 3, citations et études musicologiques sur des points précis de son traité, et vous verrez que depuis 1906, il y a eu une espèce de courbe, pas exponentielle, parce qu'il n'y a pas énormément de travaux, mais on voit que l'intérêt a grandi, que nos amis anglophones, d'ailleurs, ne se sont pas privés d'être dans ce concert des nations pour utiliser des éléments de Trichet. Et en fait, on peut se demander s'il ne serait pas temps de faire une vraie édition critique de ce traité. Voilà, je conclue comme ça. Je vous remercie.